Vendredi 22 mars. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast, un épisode enregistré aux petites heures de la nuit, heure du Québec. Question de mettre la table pour notre week-end de course qui aura lieu en Australie, vous fournir le plus d'informations possible pour que vous puissiez en profiter pleinement. Au cours des prochaines minutes, je vais faire un retour sur les 2 séances d'essais libres, vous livrer mes analyses, mais tout d'abord, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friend Sim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Dans l'actualité, Lance Stroll aura un nouvel ingénieur de course. C'est Ben Mitchell qui deviendra le nouveau responsable de l'optimisation des performances d'Aston Martin. Donc, il quitte son poste auprès de Lance. Ça faisait 3 ans qu'il était son ingénieur et c'est Andrew Vizard qui le remplacera. Qu'est-ce que ça change? On ne sait pas. Peut-être que ça peut aider la situation. Pour l'instant, c'est pas comme si c'était le meilleur duo et qu'on accomplissait des grandes choses. C'est sûr que ça va faire peut-être une nouvelle période d'adaptation, mais ça peut aussi mousser un peu l'esprit de Lance, entendre une nouvelle voix dans ses oreilles, avoir des nouveaux conseils, bâtir une nouvelle relation. Donc, je vois pas. Ça peut être positif. Je pense que du changement, des fois, ça peut être du bon changement. Donc, ça va être à suivre, mais c'est à compter de la semaine prochaine. Donc, pas la semaine prochaine, mais à compter du prochain week-end de course. Donc, on se dirige du côté asiatique. À ce moment-là, ça va être le début de cette nouvelle coopération-là entre Andrew Vizard et Lance Stroll. Parlant de changement, on est habitué, vous savez, depuis les dernières semaines, on vous parle souvent des gens qui partent de l'écurie Mercedes pour joindre Ferrari. Là, c'est le contraire. C'est 2 employés de Ferrari qui ont décidé de sauter du côté de la clôture des flèches d'argent. Simone Resta et Enrico Sampo, eux se joindront à Mercedes à compter de la saison prochaine. Du côté de Simone Resta, lui prendra le poste de directeur du développement stratégique chez Mercedes, où il collaborera étroitement avec James Allison, qui est souvent considéré comme le Adrian Newey du côté de l'écurie allemande. Et pour ce qui est de Enrico Sampo, lui, il occupait le rôle de chef d'équipe chargé du simulateur chez Ferrari. Lui, il se joint aussi à l'écurie Mercedes. Du côté de Red Bull maintenant, vous savez, il y a des inspections qui ont lieu par la FIA après chaque week-end de course de façon aléatoire. Donc, on ne peut pas prendre toutes les voitures. On l'a déjà expliqué pourquoi. Du côté logistique, ça serait impossible. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a profité comme on avait 2 semaines avant le prochain Grand Prix. Donc, après le Grand Prix d'Arabie Saoudite, on a demandé de faire une inspection approfondie. Quelque chose qu'on fera au cours de la saison, donc plus souvent. Donc, on a décidé de sélectionner une voiture, d'en choisir une et de dire, nous, on veut faire une série de tests là, pour être sûr que tout est conforme. Et on a bien fait ça de la FIA et chapeau. On a décidé de commencer par la voiture, la RB20, celle qui a gagné les 2 premières épreuves, mais plus particulièrement celle du triple champion Max Verstappen. Puis ça, je dois saluer vraiment qu'on a décidé de faire ça en commençant la saison. Ça vient taire, vous savez, là, on vit dans une époque où il y a des gens, quand on ne peut pas expliquer quelque chose de façon logique, on aime ça se tourner vers des histoires de « Ah, c'est une triche, c'est pas conforme, c'est certain qu'il y a quelque chose. » On n'est pas capable de donner le mérite à quelqu'un ou donner le mérite à une écurie. Donc, on cherche toujours là, des raccourcis, puis des excuses, puis tout ça. Mais là, la FIA vient un peu d'enlever ça, là, du revers de la main, de venir faire taire ces gens-là en disant, écoutez, on commence la saison, il y a 2 courses, ils l'ont gagné, puis là, on va l'inspecter de A à Z. On va être capable de vous dire que la voiture est parfaitement légale. C'est ce qu'on nous a dit, dans le fond, avec tous les vérifications qu'on a faites, là, autant là, du côté... on a vérifié les amortisseurs, on a vérifié les liquides, les systèmes de refroidissement, les systèmes de lubrification. On a à peu près tout vérifié là, sur la voiture, tous les points critiques. Puis on a dit, non, il n'y a rien d'anormal, tout est
complètement conforme. Donc, mauvaise nouvelle sûrement pour les autres équipes qui ont encore du mal à construire une voiture avec effet de sol compétitive, du moins capable de rejoindre la Red Bull, de savoir que non seulement la RB19 était légale, mais cette RB20 qui semble repousser encore une fois les limites de l'effet de sol, ben, elle est conforme de A à Z. Mais chapeau à la FIA de l'avoir fait et de l'avoir fait aussi sur celle de Verstappen. Parce que si on l'avait fait sur celle de Perez, ben, vous savez déjà ce qu'on aurait dit, ben là, on n'a pas pris la bonne. C'est pas... Même si on sait, Frédéric Vallée qui travaille chez Red Bull, qui était ici sur le podcast, qui travaille comme collaborateur avec la F1 Podcast, eh bien, nous l'avons mentionné que les deux voitures sont identiques, mais au moins, on n'a pas fait d'erreur du côté de la FIA. On a choisi de vérifier celle du champion. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Très, très bien fait. J'ai hâte de voir aussi au cours de la saison quel genre de vérification qu'on va faire sur les autres voitures, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver aussi, tout ça. Mais ça, je trouve que c'est une belle initiative et je salue ça de la part de la FIA. Mais parlant de la FIA, eh bien, un autre gros dossier, eh bien, c'est celui du président. Vous savez, il était sous une enquête interne là, pour avoir... on disait qu'il avait essayé d'interférer avec un résultat. Là, c'était plus précisément lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2023. Fernando Alonso avait eu une pénalité et puis il semblerait là, que le président de la FIA avait essayé d'interférer pour faire enlever la pénalité. Finalement, les avocats d'Aston Martin avaient un bon dossier. On avait réussi à la faire annuler. Puis Fernando Alonso avait conservé son podium. Mais là, à ce moment-là, on avait dit que c'est ça. Il y avait quelque chose qu'on pouvait reprocher au président. Il y avait aussi le fait qu'il aurait essayé de mettre des bâtons dans les roues un peu pour l'accréditation du circuit de la Strip de Vegas. Vous savez, là, Las Vegas obtenait son premier Grand Prix la saison dernière, mais il semblerait que ce qu'on reprochait du moins, c'est que le président de la FIA aurait voulu mettre des bâtons dans les roues pour qu'on n'ait pas cette fameuse accréditation-là pour ce Grand Prix-là aux États-Unis. Eh bien, le dossier a été conclu en disant qu'on n'a trouvé aucune preuve de ça, donc c'était des fausses accusations, donc il a été innocenté, il semblerait qu'il n'aurait pas commis ce qu'on lui reprochait, donc ce dossier-là a tombé. Quelques heures après que ce dossier-là tombe, eh bien, c'est Susie Wolff qui s'en est mêlée. Susie Wolff a encore des comptes à régler avec la FIA et même avec son président, eh bien, à ce moment-là, elle a intenté une poursuite légale, une poursuite criminelle contre la FIA. Pour vous remettre en situation, Susie Wolff a été de l'autre côté d'une enquête, donc a été visée par une enquête à la fin de la saison dernière. On avait des raisons de croire que elle pouvait avoir partagé des informations privilégiées avec son mari, Toto Wolff, qui est le directeur de Mercedes. La raison pourquoi c'est arrivé, ça, c'est que quelqu'un dans les paddocks aurait mentionné à la FIA, au comité d'éthique, que lors de rencontres, Toto Wolff semblait avoir des informations que personne d'autre avait, donc des informations qui venaient de quelqu'un qui avait accès à ces informations-là, donc de manière privilégiée. Donc, Susie Wolff est devenue la candidate possible qui pourrait avoir transféré ces informations-là. Jusque-là, moi, tout ça, je trouve ça pas mal justifié. Moi, je pense que si on a un doute, puis on a un comité d'éthique en place, puis qu'il y a une plainte qui est soulevée ou un doute qui est soulevé, bien, le comité se doit l'enquêter, parce que sinon, il n'a pas sa place. Le comité d'éthique est là pour ça. Susie Wolff avait répliqué en disant que c'était une attaque de misogyne, donc c'était de la misogynie, donc une attaque envers les femmes, parce qu'elle est présidente de la F1 Academy, donc c'est une version Formule 1 avec des voitures de F4 pour une série entièrement féminine. Donc elle qui en est la présidente, on disait qu'on elle mentionnait qu'on s'attaquait à elle personnellement. Donc, on s'attaquait à la femme et on s'attaquait à la F1 Academy plutôt que simplement à une employée qui aurait pu commettre un geste qui est contre l'éthique. Donc, elle mentionnait que c'était simplement une attaque contre elle, en tout cas contre la femme. Et à ce moment-là, eh bien, vous savez, aujourd'hui, dans l'ère qu'on vit, quand on lance des grosses accusations graves comme ça, des accusations soit de racisme ou de misogynie, à ce moment-là, ben, il y a bien des entreprises qui ont peur de ça ou des personnes qui ont peur de ça. C'est ce qui est arrivé. Il y a 19 écuries de Formule 1, même 20 parce que Mercedes l'a fait aussi, qui a sorti un communiqué pour dire qu'on n'avait pas porté plainte contre Susie Wolff puis on était satisfait de son travail. Donc la FIA s'est vue obligée de mettre fin à l'enquête. On a eu peur. On a dit on met fin à cette enquête-là. Donc on n'a pas été plus loin. Ben, Susie Wolff, elle n'a pas, elle n'est pas satisfaite de ça. On est quelques mois plus tard et elle décide quand même d'entamer une poursuite, même si on n'a pas été plus loin dans l'affaire. Elle a dit qu'on a entaché sa réputation. Moi, ce que je pense de tout ça, là, c'est je pense que
Ben moi, je trouve pas ça correct. Parce que je pense que Susie Wolf, c'est un employé comme tout le monde. Elle occupe un poste important et que, justement, comme je mentionnais, si le comité d'éthique a vu qu'il y aurait pu avoir une brèche ou qu'il y aurait pu avoir un conflit d'intérêts, parce qu'on pense il y en a un conflit d'intérêts, là, nécessairement, là, quand que ton mari occupe un poste dans une écurie d'F1, puis toi, tu occupes un poste à la direction de la Formule 1, ben, il y en a un conflit d'intérêts. Là. Quand même qu'on se dit, oh non, on se partage pas de secret, on est des personnes très professionnelles, je pense que ça aurait dû être mieux géré que ça, et on aurait dû donner ce poste-là à quelqu'un d'autre. Il y avait d'autres personnes qualifiées qui auraient pu être en charge de la F1 Academy que de donner ça à quelqu'un qui a des liens directement là, aussi serrés là, avec une personne qui est dans les paddocks. Là. Je pense que si on avait nommé la femme de Christian Horner en charge de la F1 Academy, ou vous allez dire, mais là, c'est une Spice Girl, c'est un peu... oui, mais où ce que je veux en venir, c'est que je pense que ça aurait levé un tollé là, sur... Il y a bien des gens qui auraient trouvé ça pas correct, ou si on avait nommé la femme du président de Ferrari en charge de la F1 Academy, je pense pas qu'on aurait trouvé ça mieux non plus. Donc, c'est sûr que oui, il y a place à conflit d'intérêts. Le fait qu'on veuille faire une enquête puis qu'elle garoche des insultes de misogynie et même une poursuite, mais je pense que ça elle fait un peu une déclaration qu'elle veut se mettre dans une classe à part. C'est des gens qui sont excessivement riches, les Wolf. Là. Donc, elle et son mari, là, Toto est milliardaire. Donc, je pense qu'on veut encore là un peu jouer les bras, de dire, nous, on a les moyens, on va vous balancer des avocats en pleine face. C'est ce qui arrive quand vous vous en prenez à nous. Donc, gare à vous aux personnes qui vont vouloir nous enquêter dans le futur ou même vouloir mentionner qu'on pourrait faire quelque chose à tort. Nous, on est les Volves, on a de l'argent, puis on fait rien de mal parce qu'on est des gens puissants, puis je suis une femme, donc vous pouvez pas m'attaquer. C'est un peu ça le message qu'elle envoie et elle a continué sa déclaration d'invincibilité en intentant cette poursuite-là. Je pense que si on parle d'égalité, puis on veut vivre dans un monde où tout le monde est traité justement de façon égale et équitable, mais à ce moment-là, elle doit prendre les responsabilités qui viennent avec son rôle. Et le rôle dit qu'il y a un comité d'éthique en mise en place et s'il y a une plainte qui est soulevée, tu as le droit d'être enquêté. Peu importe ton nom, peu importe ton sexe, peu importe, oui, ton genre, eh bien, à ce moment-là, ça ne t'empêche pas d'être une personne qui doit se conformer à l'éthique. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas fait, sauf qu'on n'a pas pu aller au bout de l'enquête parce qu'elle a décidé d'intenter des menaces. Donc, tout de suite de menacer et d'en lancer des insultes et de qualifier les gens qui voulaient se charger d'avoir la vérité. Parce qu'une enquête, là, on ne l'a pas accusé. On a juste ouvert une enquête. Comme on ouvre une enquête sur Christian Horner parce qu'il y a quelqu'un qui l'a accusé de quelque chose, comme on a ouvert une enquête sur le président de la FIA parce que quelqu'un l'a accusé de quelque chose, donc elle n'est pas à l'abri de ça. Surtout que je vous ramène un an avant, là, sur le dossier, là, les gens qui sont pas familiers avec ça, mais il y a eu le dossier Sheila Ann Rao. Sheila Ann Rao, là, c'était une ancienne avocate de Mercedes qui s'est retrouvée à avoir un poste à la FIA. Et puis, quelques mois plus tard, après être mis en poste, en peine 6 mois plus tard, elle aurait laissé couler des informations privilégiées à Toto Wolff. Donc, Toto Wolff de Mercedes avait réussi à soutirer des informations que seulement la FIA avait. Et puis lui, il les a utilisées pour venir les laisser couler dans les médias et faire du tort à Red Bull. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Red Bull avait enfreint le plafond budgétaire et avant même que ça soit rendu public, c'était déjà rendu dans les paddocks parce que Toto Wolff avait l'information. Alors lors de rencontres, il pouvait apporter des informations que les autres directeurs n'avaient même pas. Donc, c'était un avantage pour Mercedes. Il n'y a pas juste sur des plafonds budgétaires là, qu'on pouvait avoir accès à des informations. On pouvait avoir accès sur plein d'autres enquêtes, plein d'autres dossiers qui étaient en cours parce que Sheila Rao, c'est une avocate qui qui était pratiquement le bras droit là, du côté légal de la FIA. Donc, on avait accès à plein de documents, plein de dossiers privilégiés des autres écuries. Et puis, elle laissait couler ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'en est rendu compte. Et puis, on l'a foutu à la porte là, du côté de la FIA. Mais on a ça dans notre tête. Là. Du côté de la Fédération internationale de l'automobile, on le sait que pas plus tard qu'un an avant les événements de Susie Wolff, c'était déjà pratique courante du côté de Mercedes et du côté de Toto Wolff d'aller tirer des informations privilégiées d'ex-employés de Mercedes. Donc, s'il a été capable de le faire avec Madame Sheila Ann Rao, qui est une avocate qui avait aucun lien de parenté
avec Toto Wolff, ben, de croire que Susie Wolff aurait pu le faire avec son mari ou que Toto Wolff aurait pu convaincre son épouse de lui de lui transmettre des informations, ben, c'est pas complètement là, sorti d'un film de science-fiction. Là. On n'a pas été sortir ça tâche en gauche que ça du côté de la FIA. Là. C'était qu'on était en connaissance de cause, que cette situation-là était arrivée à peine un an avant. Donc là, on se dit, là, il l'a pu chez Alain Rao, mais il a une personne haut placée à la Formule 1. Donc pourquoi il ne serait pas tenté de refaire le même stratagème, mais cette fois-ci avec son épouse. Donc c'est un peu ça là, qui rentre en ligne de compte, mais de toute façon, on ne saura jamais la vérité. Puis malheureusement, avec des poursuites judiciaires comme elle a entamé, ben elle a vraiment signé sa déclaration d'invincibilité. Donc il y a gare aux prochaines personnes qui vont vouloir s'attaquer à elle. Et ça, c'est un peu malheureux. Je dirais même que c'est inacceptable que quelqu'un en poste puisse réagir de la sorte et puisse se placer là, sous un bouclier d'invisibilité comme elle l'a fait. Là. Ça, pour moi, ça devrait pas exister. On devrait même pas la laisser là, continuer dans son poste, tout ça, parce que qu'est-ce qu'elle va faire pour le futur? Là? Surtout là, si, avec la poursuite qu'elle a entamée, avec tout ce qui se passe sur le dossier, là, si jamais il arrive quoi que ce soit qu'on voudrait lui reprocher d'autre chose, là, qui va avoir le courage de vraiment vouloir pousser ça à terme? C'est un peu malheureux là, pour cette situation-là. C'est ce qui conclut l'actualité pour aujourd'hui. Maintenant, passons aux séances d'essais libres qui avaient lieu cette nuit en Australie. La journée de vendredi était l'opportunité pour les différentes écuries d'entamer leurs préparatifs en vue du week-end de course qui se déroulera sur le circuit d'Albert Park à Melbourne, un circuit qui peut un peu nous rappeler celui de Jeddah avec très peu de virages à basse vitesse, plusieurs zones DRS avec 4 au total et une vitesse de pointe qui se tiendra à 4 km en dessous de ce qu'on a pu voir lors du dernier week-end de course. Encore une fois, on a une surface qui est très peu abrasive, donc à ce moment-là, on ne devrait pas avoir d'usure prématurée pour les pneus. 5 équipes ont emmené des améliorations pour le week-end, dont Ferrari et Racing Bulls qui ont emmené un aileron arrière du côté de Aston Martin et de l'écurie Kick Sauber, parce qu'on ne peut pas les appeler Stack ou Steak en Australie. Ça fait partie des 4 endroits au cours de la saison où l'écurie Sauber sera appelée à changer de nom. Donc, ce sera la même routine en Espagne, en Belgique et au Qatar. Donc, c'est le premier Grand Prix de la saison où on ne peut pas les appeler ainsi. Donc, soyez pas surpris de voir les changements de nom, autant sur les uniformes, dans les paddocks que sur la voiture. Donc, pour ce week-end, Sauber s'appellera Kick. Eh bien, eux aussi, ils ont emmené un aileron avant, tout comme Aston Martin, pour essayer d'améliorer un peu leur voiture. Il y a aussi Williams, eux, qui ont apporté des modifications, mais c'est une modification de frein arrière qu'on a apporté. Ce qui a retenu l'attention, eh bien, c'est surtout dans la première séance d'essai libre. Oui, Lando Norris qui a été le plus rapide devant Max Verstappen et George Russell, mais c'est Alex Albon qui a eu une violente collision. Ça en est bien sorti, là. Il n'est rien arrivé de grave pour sa santé, mais c'est plutôt du côté matériel que c'est grave, parce que ce qui arrive dans la situation, c'est que il a endommagé son châssis. Vous allez dire, bon, ben, ça change, il n'y a pas de problème. Normalement, oui. Mais du côté de Williams, on a décidé qu'on n'a pas emmené de châssis de rechange. Donc, on n'a pas de pièces de remplacement. Donc là, on est confronté à une situation au fait qu'on va essayer de réparer. Si on n'est pas capable, parce que là, la cellule de survie aurait été touchée. Et normalement, c'est des éléments qu'on ne peut pas jouer avec ça. Là. On ne joue pas avec la vie des pilotes, avec leur sécurité. Donc à ce moment-là, il faut qu'on soit capable de passer les différentes normes de la FIA. On ne peut pas tout simplement improviser des réparations sur les cellules de survie. Donc à ce moment-là, le fait que le châssis est touché et qu'on n'a pas de pièces de remplacement, c'est complètement inconcevable de penser que Williams on a voyagé jusqu'à l'autre bout du monde, puis on n'a pas de châssis de remplacement, mais ce qui arrive, c'est que là, ça nous a permis d'apprendre que ça va peut-être plus mal qu'on pense chez Williams. Williams, en début de saison, aurait eu tellement de difficultés à compléter les voitures qu'on aurait même pensé
commencer la saison peut-être avec le vieux modèle, donc avec la voiture de 2023. Là. On a vraiment eu énormément de difficultés à compléter 2 voitures pour se présenter en 2024. Donc, ça peut expliquer le fait qu'on n'a pas de châssis de rechange, ça a tout pris pour qu'on complète 2 voitures. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps d'emmagasiner, là, d'avoir des pièces de remplacement là, pour nos voitures. Donc là, on se retrouve dans une situation qui est très précaire et ça ouvre aussi l'opportunité à dire est-ce qu'on continue le week-end? Si jamais Alex Albon ne pouvait pas continuer, là, on ne pouvait pas réparer sa voiture, est-ce qu'on irait plutôt à opter du fait de dire que on va lui donner le châssis à Logan Sargent? Poser la question, c'est peut-être y répondre. Il y en a certains d'entre vous qui vont dire, ben là, moi, je me poserai pas la question trop longtemps. J'enverrai Alex Albon bien avant Logan Sargent, puis je suis parfaitement d'accord avec vous. Sauf que ça revient au fait que l'erreur revient à Albon. C'est lui qui l'a commis, l'erreur. Ce n'est pas Logan Sargent. Sauf que demain matin, dans la 3e séance de pratique ou dans la qualification, Logan Sargent pourrait aussi avoir une collision. Ça lui est déjà arrivé, là, puis le circuit d'Australie, là, c'est propice à faire des erreurs comme ça. Donc, ça pourrait être aussi à son tour à lui, puis on pourrait se retrouver à avoir aucune voiture pour le week-end. Puis si on veut accumuler des points, si on veut performer, ben c'est sûr que nos chances sont toujours plus grandes avec Alex Albon qu'avec un gars comme Logan Sargent. Donc, ça va être un pensez-y bien. C'est ce qu'on s'interroge présentement chez Williams, à savoir, est-ce qu'on est capable de trouver un moyen de réparer ce fameux châssis-là, être capable d'avoir 2 voitures en piste comme c'est l'idéal, ou est-ce qu'on décide de tout simplement changer le châssis et de l'envoyer dans la voiture numéro 23, donc de le donner à Alex Albon pour que ce soit lui qui fasse le week-end de course plutôt que Logan Sargent. Donc, il y a toutes ces questions-là qui vont rentrer ensuite. Ça va être un dossier à suivre, savoir de quel côté on va. Bien sûr, je l'ai mentionné, c'est un peu de valeur pour Logan Sargent parce que c'est pas lui qui a commis l'erreur, mais ça reste que c'est des questions monétaires qui sont reliées à ça, puis il y a aussi des questions de qui nous donne le plus la chance d'aller chercher des points. Donc ça, on le sait déjà, c'est Alex Albon. Eh bien, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe pour le week-end? Bon, on a Fred Vasseur qui nous a dit que on veut être très agressif chez Ferrari. Puis là, on l'a vu, je vais vous en parler là, dans pas long là, sur les résultats de ce qu'on a pu voir dans les séances d'essai libre. Du côté des Ferrari, là, on veut être très, très agressif. Donc, il n'a pas nécessairement mentionné comment, mais sûrement dans les réglages qu'on va choisir, sûrement dans les stratégies qu'on veut. On sent que c'est une opportunité pour la Scuderia d'aller chercher des points. Donc, on veut saisir cette situation-là, du moins la maximiser au plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on a eu la chance de voir pendant ces séances, les premières séances de la journée? Eh bien oui, je vous ai donné les résultats de celle qui s'est tenue un peu plus tôt, mais celle qui est plus représentative, donc celle en après-midi. Eh bien, celui qui a été le plus rapide, bien, c'est justement Charles Leclerc qui semblait très à l'aise dans sa voiture. C'est lui qui semblait le plus à l'aise de tout le monde. La voiture était très stable, très rapide en ligne droite. Donc à ce moment-là, il a inscrit un temps de 1:17,277. C'est lui qui a été le plus rapide. Mais il faut mettre en perspective, par exemple. Max Verstappen avait endommagé son plancher et son châssis lors de la première séance de la journée. Donc il a perdu 20 minutes de la deuxième séance. Il fallait qu'on fasse les modifications. Du côté de Red Bull, eh bien, on n'avait pas le même souci de chez Williams. Nous, on avait apporté des pièces de rechange, donc on a pu lui installer un nouveau plancher, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, Verstappen a perdu un peu de temps sur ses modifications, sur ses réglages. Ça pourrait avoir des impacts sur le week-end de course au complet. On sait que quand on n'a pas tous nos moments pour vraiment rouler tous nos programmes, aller chercher tous nos données et vraiment trouver les bons réglages de la voiture, ça peut toujours avoir un impact. Pour du côté de Verstappen, je ne suis pas très inquiet, encore moins du côté de Red Bull. Je pense qu'il va bien s'en sortir. Si ça avait été Sergio Perez, ça aurait sûrement été une autre histoire, mais le triple champion du monde, normalement réussit toujours à nous surprendre. Donc oui, il est un peu en arrière sur le temps, il est un peu derrière Charles Leclerc, mais il a quand même réussi à faire le deuxième temps de la journée. Donc, il endommage son plancher dans la première séance de pratique. Il perd 20 minutes de la deuxième séance. Saute dans la voiture, puis il est quand même le deuxième plus rapide de la journée. Donc, vous voyez ce que je veux dire un peu, c'est que oui, ça peut venir déstabiliser un peu le week-end, mais en même temps, pas trop. Mais pour l'instant, je dois avouer qu'avec les temps qu'on a vus, ce qu'on a pu voir de la Ferrari, c'est Ferrari qui est favori pour le week-end.
peut-être pas pour remporter l'épreuve, parce qu'on sait que normalement Red Bull va toujours sacrifier un peu de performance le samedi, donc pour ses qualifications, on va toujours en donner plus pour la course. Donc je pense qu'en mode course, la Red Bull est toujours favorite. Mais pour ce qui est de qualification, pour ce qu'on a vu pour l'instant, mais comme je vous dis, on a amputé 20 minutes de la séance au triple champion Verstappen, mais pour l'instant, de ce qu'on a pu voir, ça semble être la Ferrari de Charles Leclerc plus particulièrement, qui semble être la voiture pour aller chercher la pole. Carlos Sainz, il ne faut pas le tenir trop loin non plus, il était troisième, il semblait aussi en bonne forme, et oui, Carlos Sainz, il est là, on en a parlé, là, malgré son opération et tout ça, mais lui, il doit composer là un peu, quand que il prend des bosses et toutes ces choses-là, il doit le sentir là, sur ses cicatrices ou ce qu'il a été recousu et même les ceintures de sécurité là, qui le serrent dans la voiture, donc ça doit pas être évident, mais Carlos Sainz, il a bien fait aujourd'hui. Quatrième, eh bien, c'est le Canadien Lance Stroll. La Aston Martin semblait bien se comporter en piste. C'est lui qui l'a été devant son coéquipier. Cinquième, lui, c'est Fernando Alonso. Donc 4 et 5 pour les deux Aston Martin. Les voitures semblent bien. On semble avoir beaucoup amélioré notre rythme de qualification cette saison. On a peut-être un peu sacrifié le rythme de course, par contre, ça c'est la moins bonne nouvelle. Mais du côté qualification, on semble plus dynamique du côté de Aston Martin. George Russell, sixième avec la Mercedes. Mercedes, ça va pas bien. Hein? Oui, George Russell réussit à faire vraiment son mieux possible. C'est vraiment lui qui réussit à extraire le plus de performance, mais c'est la voiture qui semblait la moins stable en piste. C'est la voiture qui semblait la plus compliquée à conduire. On a encore des problèmes avec le marsouinage. Pour vous mettre un peu en perspective, là, lors des qualifications en Arabie Saoudite, entre le virage 6 et 10, c'est quand même beaucoup de virages, c'est quand même un bon secteur de la course. Lors des qualifications, eh bien, c'est les deux Mercedes qui étaient les plus lentes que les Alpines, là, pour vous donner une idée. Là. Donc, il y a certaines caractéristiques d'un circuit qui font que la Mercedes ne peut pas performer, et c'est quand on est en virage rapide. Donc, à ce moment-là, en Australie, ça pourrait nous causer des problèmes. Russell a réussi à maximiser encore les résultats. Il est quand même sixième aujourd'hui, mais on voyait que la voiture, là, il faut travailler très très fort pour la garder. Donc en mode course, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, la saison dernière, on avait été pas trop pire en Australie. Ça avait été un circuit qui nous avait quand même bien souri. Le fait que ce qui aille en Australie, là, qui pourrait nous donner un bon spectacle lors des séances de qualification, c'est que, on l'a vu encore aujourd'hui, on est capable de faire plus qu'un tour. Donc, c'est tellement pas abrasif, on le mentionnait au début, c'est tellement pas abrasif comme surface, et on a beaucoup de lignes droites qu'on est capable de se permettre de faire 2 tours en qualification. Donc ça vient un peu niveler le jeu pour tout le monde. Le fait que on n'est pas obligé nécessairement de capitaliser sur un tour avec toute la performance. On peut préparer nos pneus sur 2 tours, maximiser l'énergie et aller chercher vraiment sur un deuxième tour, peut-être même des fois un troisième, aller chercher notre tour rapide. Donc, c'est pas nécessairement là, tu le fais maintenant, si ça fonctionne pas, eh bien, t'es cuit. C'est peut-être aussi ce qui a aidé un gars comme Lance Stroll qui a de la difficulté avec ce genre de mode de qualification-là, normalement, là, quand on doit vraiment, vraiment capitaliser la performance à un moment donné, bien, à ce moment-là, c'est là que ça vient des fois donner plus de problèmes. Ça vient aussi compliquer la donne pour certaines écuries. Des écuries, là, quand on a un peu plus de difficulté à aller chercher de la température dans nos pneus, à vraiment préparer la voiture pour la préparer dans la bonne fenêtre pour être capable d'aller chercher le bon temps au bon moment. Mais à ce moment-là, quand on est sur un circuit comme l'Australie, c'est ce que ça avait fait l'an dernier, qu'on est capable de faire plus qu'un tour pour préparer la voiture. Puis à ce moment-là, des fois, ça vient un peu niveler la grille au complet puis donner un jeu plus serré en qualification. Donc, ça devrait nous donner un bon spectacle. Du côté de la 7e position, eh bien, c'est la McLaren de Piastri, 8e pour Perez, 9e pour Norris, Tsunoda 10e avec la Racing Bulls. Les Racing Bulls avaient l'air en santé. Là. On avait l'air d'avoir une voiture plus compétitive que ce qu'on a vu au début de la saison, peut-être plus que ce qu'on s'attendait, d'être capable d'en voir au moins une des deux dans le top 10. Du côté de Joe, pour Kick 11e, Ricardo 12e, Sargent 13e, 14e pour Bottas, Gasly 15e, 16e pour Hülkenberg, 17e pour Ocon, 18e pour Hamilton. Et quand je vous disais là, que c'était pas facile du côté de Mercedes, eh bien, il semble encore une fois que Hamilton a essayé d'aller chercher des réglages un peu plus spéciaux que Russell, mais
c'est encore planté, là. Ça avait pas l'air d'être bon pour lui. Les temps étaient pas ce qu'on veut. Donc, je serais pas surpris que demain, on change tout ça. On s'en est un peu plus du côté de ce que George avait pour être capable d'avoir au moins deux voitures dans le top 10, là, pour pas qu'on se fasse prendre à avoir une voiture là, en fond de peloton, comme aujourd'hui Hamilton l'était. Et du côté de Magnussen, 19e, et bien 20e, mais il n'a pas pris part à la deuxième séance. On vous disait pourquoi. C'est Alex Albon. Donc, c'est pas mal ce qu'on a vu. Du côté de Mercedes, ben, on a encore des ennuis. On cherche encore à voir comment cette fameuse voiture-là, on est capable de trouver une fenêtre de performance, être capable de trouver, d'extraire quelque chose de cette voiture-là. Elle semble encore très imprévisible. Toto Wolff, après les séances de Célib, disait qu'on est encore en mode d'expérimenter. Donc, on est toujours en train de tenter des expériences avec notre voiture. On la connaît pas. On sait toujours pas quelle direction on s'en va. Quand on essaie de régler la voiture très basse, comme elle est supposée rouler, la voiture a été conçue pour rouler très très près du sol. C'est à ce moment-là, là, quand on était en simulateur, c'est là qu'on était capable d'avoir les meilleurs résultats. Mais quand on essaie de faire ça en réalité, bien à ce moment-là, bien, on a ce fameux problème, là, oui, vous allez vous penser en 2022, bien oui, on a encore le marsouinage qui revient. C'était le cas en Arabie Saoudite, la voiture qui, vous savez, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme marsouinage, eh bien c'est comme un bateau sur l'eau quand on prend les vagues, mais on voit la voiture monter, descendre, monter, descendre. Il y a eu un moment où ce phénomène-là était beaucoup plus visible en Formule 1. Quand l'effet de sol est revenu en 2022, eh bien, on était vraiment capable de le voir. Là, c'est beaucoup plus subtil, plus discret, mais c'est surtout en virage que ce phénomène-là apparaît sur la Mercedes. Donc, quand on a une séquence de virages rapides, un enchaînement, eh bien là, la voiture va se mettre à sauter, puis on va perdre cette adhérence-là. Donc, on va être plus porté à essayer de contrôler cette voiture-là. On ne pourra pas être rapide sur les injecteurs, donc pour redonner de l'essence à la voiture, replacer la voiture en accélération. Donc à ce moment-là, on perd ça brise cette séquence-là et on perd énormément de temps. Là. Comme je vous expliquais, c'était la voiture la plus lente entre les virages 6 et 10 au circuit, au circuit de Corniche là, lors de la dernière épreuve de la saison là, qu'on a vu il y a quelques semaines donc à Jeddah. Donc tout ça, ce que ça implique, c'est qu'on est obligé de remonter la voiture, mais la voiture n'a pas été dessinée pour être roulée plus haute. Là. On l'avait vu à Bahreïn quand on avait été capable d'aller chercher le plus de performance. Donc c'était la journée de vendredi, les essais libres, où ça avait pris un peu tout le monde par surprise de voir « Wow, Mercedes, on a la meilleure voiture, on est les plus rapides lors des séances d'essais libres. » Eh bien, on était la voiture qui roulait la plus basse, la plus proche du sol. Sauf que il y a des conséquences avec ça. On le sait, il y a le règlement qu'on peut pas user nos barres en titane sur la voiture, donc il faut les ménager. Donc si on roule si on place la voiture trop basse, puis on frotte trop souvent au sol, bien à ce moment-là, on pourrait se ramasser à être disqualifié, comme on l'avait vu au Grand Prix de Austin la saison dernière. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on peut pas rouler trop bas, mais le fait aussi que ce fameux marsouinage-là revient, ce phénomène-là. Donc, on est obligé de garder la voiture un peu plus haute, puis à ce moment-là, ben, on sacrifie énormément de performance. Donc, il y a tous ces problèmes-là là, qui rentrent en ligne de compte. Ça va être à suivre demain. On a encore beaucoup de travail à faire du côté de Mercedes si on veut être compétitif lors de ce week-end-là. Oui, George Russell a eu des bons résultats. Il a réussi à faire de son mieux. Est-ce que Lewis Hamilton va être capable de trouver les bons réglages pour venir rejoindre son coéquipier? Ça va être à suivre. Mais une chose est sûre, ne manquez pas la séance d'essai libre. Je pense que ça va être un très très bon spectacle. Ça en avait été un l'année dernière. L'Australie, normalement, c'est une place propice à ça, à une très 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 bonne séance de qualification. Il y a plusieurs voitures qui peuvent être dans le coup, dont les Ferrari, les Aston Martin, les Red Bull. Les Red Bull vont sûrement trouver beaucoup de performances. Là. C'est surtout, Perez, c'est toujours plus dur. Là. On sait, là, c'est un circuit avec des virages rapides, beaucoup de rapidité sur ce circuit-là, Albert Park. Donc, normalement, c'est pas une place qui sourit à Sergio Perez, mais du côté de Verstappen, là, demain, il devrait être capable de compléter, le rattraper, ce fameux 20 minutes-là qu'il a perdu, être capable de trouver des meilleurs réglages. Donc, préparez là une bagarre entre Verstappen et les deux Ferrari, ça devrait être ça, mais on ne sait jamais, une Aston Martin peut venir rapidement se faufiler entre une Ferrari ou peut-être même entre les Red Bulls si Sergio Perez n'est pas vraiment à point lors de la journée de samedi. Donc, ne manquez pas ça, ça devrait être un très très bon spectacle.
C'est ce qui conclut l'épisode du vendredi 22 mars. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et tout plus particulièrement sur Facebook pour venir jouer au jeu des prédictions. Ce sera disponible après les séances de qualification. Vous pourrez inscrire les 5 pilotes que vous pensez qui termineront en premier sur la grille dimanche. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end de course.